Bonjour, vous êtes bien sur le Cinéma Show et je suis journaliste, je suis Jérémy Perrin et je vais interviewer... Non, je suis Jérémy Perrin, réalisateur et je vais être interviewé donc pour le Cinéma Show. C'est parti. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Alors ce soir, nous sommes très heureux de recevoir Jérémy Perrin, réalisateur de Mars Express, qui est en salle depuis mercredi. Comment ça va, tout d'abord, pour commencer ? Eh ben, j'accuse un manque de sommeil assez évident, là. Je commence à perdre la boule. Non, c'est très fatigant. Je suis même pas sorti, alors qu'on en parle d'une promo depuis déjà 2-3 mois, qui fait suite à la production du film qui a duré 5 ans et demi. Donc, je commence à mourir à petit feu à l'intérieur. C'est la fin, c'est ça qui est bien, c'est que le film il est sorti mercredi, donc vous êtes au bout. C'est ça, je commence à sentir, à voir le bout du tunnel enfin, il y a une petite lumière, mais en même temps après je sais que c'est pas tout à fait fini. Je vais avoir une petite pause comme ça en décembre, début janvier, mais après quoi je vais commencer à faire sans doute des tournées à l'international, parce qu'il n'y a pas que la France dans le monde, il faut s'en rappeler. Pour commencer, moi personnellement je vous ai connu avec Last Man, mais vous avez aussi réalisé des clips. Là, c'est votre premier film au cinéma, votre première réalisation au cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tiré depuis longtemps ? Est-ce que ça change énormément de quand vous travaillez à la télé ou sur des clips ? À vrai dire, je voulais faire du cinéma depuis le tout début. C'est vraiment le format qui m'intéressait au départ. Simplement, il n'y a pas de producteur qui sonne chez vous pour vous dire je sens que vous voulez faire des films et que vous allez y arriver. Donc il faut faire ses preuves, et une des meilleures manières d'apprendre et de faire ses preuves, et pour les autres et pour soi-même en plus, c'est de travailler sur du format court, je pense. En tout cas, je ne suis pas le seul à le penser. Beaucoup de réalisateurs dont j'ai lu les mémoires, j'allais dire, ou les biographies, ou les interviews, conseillent quand même la même chose. C'est vrai que même pour une simple raison pragmatique et pas du tout romantique, c'est que si on fait un film de 3 minutes et qu'on se plante, bon, on s'est planté sur 3 minutes, c'est pas grave. Et donc, partant de là, effectivement, au début, je voulais faire des courts-métrages. Et déjà là, je voulais faire des courts-métrages qui étaient plutôt des films d'horreur et des choses comme ça. Et à l'époque, les studios d'animation m'ont dit oui, le CNC va pas donner d'argent pour ça. Donc je me suis dit bon, bah tant pis, alors comment je vais faire ? Et j'ai finalement détourné l'idée du court-métrage vers les clips pour des groupes. Notamment des amis qui avaient des groupes que je connaissais depuis longtemps et qui m'ont proposé de faire ça, et je me suis dit c'est peut-être une occasion de faire un court-métrage en animation comme je l'entends, mais en étant un peu payé, pas très bien mais un peu quand même, et de balancer ça sur YouTube. YouTube qui à l'époque en tout cas était pas aussi déployé qu'aujourd'hui, et où on pouvait peut-être encore faire des coups médiatiques un peu bizarres, enfin je veux dire en balançant une bouteille à la mer et ça faisait un buzz ou quoi, sans promo. Alors c'est toujours possible aujourd'hui bien sûr, mais c'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de monde qui poste des milliards de vidéos chaque jour, donc pour se faire remarquer c'est plus délicat, je pense. Mais dès le début, il y avait cette volonté quand même de faire de l'animation. Ah oui, moi en fait depuis enfant je dessine, et depuis enfant j'aime le cinéma, donc j'ai très vite compris quand j'étais au collège que ce que je voulais faire c'était être réalisateur, parce que via mon père qui m'a un peu expliqué comment ça marchait le cinéma. Il n'est pas du tout du cinéma, hein, rien à voir, mais c'est un amateur de films quoi. Que la personnalité d'un film vient essentiellement de son réalisateur ou de sa réalisatrice. Alors pas toujours, mais c'est vrai que voilà. En tout cas, moi je me suis accroché à cette idée, et donc c'est ça que je voulais faire. Maintenant, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de concurrence dans le cinéma live, et que j'avais l'impression que tout le monde voulait être réalisateur, quoi, en gros. Ce qui est évidemment pas vrai, mais dans mon petit cercle, c'est l'impression que j'avais. Donc je me suis dit, j'ai qu'à mixer dessin et cinéma, et ça fait dessin animé, quoi. Donc je suis parti là-dessus. Et comme je disais, d'abord du format court, et ensuite un petit peu plus long grâce à un des 3 clips animés que j'ai fait a rencontré un grand succès. C'était Fantasy pour le groupe Dai, et c'est lui qui m'a amené à
devenir réalisateur de la saison 1 de Last Man. Et de là, évidemment, comme la série a fonctionné, j'ai eu l'opportunité de faire Mars Express derrière. D'accord. Alors, Mars Express, donc, c'est un film de science-fiction, même un film d'anticipation. Et d'où vous est venue cette idée et cette envie de raconter, de créer cet univers, de raconter cette histoire? En fait, l'idée, elle est venue d'un manque, d'une frustration, mais ça peut paraître un peu négatif, mais après tout, pourquoi pas, il n'y a pas de mauvaise raison de vouloir écrire des histoires finalement. Mais Laurent Sarfati, qui est le co-scénariste du film avec moi, et moi, on est des grands fans de SF. Et on avait cette impression qu'on regardait un petit peu tout le temps les mêmes films de SF quand on avait envie d'en regarder. Les bons films de SF, il y en a, hein, bien sûr, mais ils sont pas si nombreux. Question de budget, hein, ça coûte cher de faire de la science-fiction. Et en plus, nous, ce qui nous manquait, c'était une SF justement un petit peu plus à l'ancienne, quelque part, qui était un peu plus, tangible. Beaucoup de la science-fiction qu'il y avait au moment où on a eu envie de faire ce film, dans le paysage du cinéma, c'était une science-fiction plus magique, une science-fiction de fantasy un petit peu, ou merveilleuse, comme les Star Wars ou les films Marvel qui contiennent des notions de science-fiction. Enfin, il y a des extraterrestres, il y a des robots et tout, mais c'est pas la crédibilité que cherchent ces films-là, et grand bien leur en face, hein, c'est pas grave. Mais simplement, du coup, c'est pas tout à fait un registre de SF qu'on voulait voir, ou en tout cas qui nous semblait nous manquer. Et donc on est parti sur cette piste-là plutôt, et donc effectivement une espèce d'anticipation hard SF, un mix de tout ça, mais en tout cas une science-fiction qui serait basée sur des connaissances scientifiques, et qui tirerait le fil de son imaginaire sur la situation actuelle de notre monde, et de comment ça pourrait évoluer si on fait rien. Donc il y a eu aussi une volonté de faire quelque chose de très tangible et réaliste dans tout ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Au niveau du casting vocal, donc on retrouve des acteurs comme Léa Drucker, Sébastien Chassagne ou Mathieu Amalric, mais aussi des comédiens de doublage professionnels. Est-ce qu'il y avait une volonté de mélanger ces deux types de comédiens, ou comment il s'est créé ce casting? Oui, alors c'est que le producteur Didier Crest voulait aussi un peu des têtes d'affiche quelque part. Et en même temps, moi j'avais pas de problème avec ça. Je me disais très bien. Maintenant je commence à connaître un petit peu des comédiens qui travaillent dans le milieu du doublage, etc., et que je trouve très bon. Moi, ce qui m'importe, c'est que tout le monde soit bons acteurs en fait, et que les voix aient du charisme, et que chaque comédien et comédienne aient des voix très distinctes, etc., et de la personnalité. Et donc je me suis prêté à ce jeu-là en me disant oui, ça peut même servir l'intérêt du film, parce que je m'étais dit, il faut que Aline soit à ce moment-là une comédienne assez connue, puisque c'est le personnage principal, et son acolyte Carlos peut-être un peu moins connu, du coup c'est Daniel Lobé qui interprète Carlos, et parce que c'est un personnage qui dans un premier temps du film est plus en second plan, et finalement il s'affirme au fur et à mesure. Mais c'est de jouer à une espèce de jeu méta, ou même métaphorique en tout cas, vis-à-vis du statut des personnages et du statut des comédiens et des comédiennes qui incarnent ces personnages. Et voilà. Et puis en fait, ce mélange aussi avec des comédiens rodés au doublage ou du théâtre, etc. Et ceux et celles qui viennent du cinéma live, et même du coup j'ai amené en plus des comédiens qui viennent pas du tout de ces milieux-là, et qui sont plus comment on dit, j'allais dire autodéterminés, n'importe quoi, qui ont une expérience sans école, quoi, de comédie, autodidacte, voilà, c'est ça, et qui viennent de YouTube par exemple, comme Usul ou le capitaine du Nexus 6. Voilà. Et ça, c'était un plaisir aussi de me dire, j'ai qu'à mélanger vraiment divers profils comme ça pour, je me disais, chacun il viendra avec son expérience perso et sa manière d'appréhender le jeu pour ce film, et ça donnera d'autant plus de
de différence de jeu et de charisme et de personnalité à tous ces personnages, quoi. Ben justement, c'était ma question suivante à propos de Usul ou du capitaine du Nexus 6. C'est quoi, du coup, le rapport que vous avez avec ces gens d'Internet ou avec Internet en général, la création sur Internet? En fait, comme je me suis fait connaître sur Internet et sur YouTube, alors moi je suis pas un YouTuber, mais je veux dire, j'ai quand même, je dois quand même à Internet la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Donc j'ai toujours vu un petit peu aussi un parallèle entre les YouTubers qui ont longtemps, et même encore un peu aujourd'hui, hein, été, comment dire, même pour les meilleurs, un petit peu vu de haut par les médias plus mainstream comme la télévision ou les journaux, les magazines, etc. Genre oui, bon, voilà, les youtubeurs, super, les influenceurs. Enfin, il y a souvent des... On ne sait pas trop comment les nommer. Donc d'ailleurs, on leur donne un nom issu d'une marque, enfin de YouTube, Ouais. quoi. Ce serait plus des vidéastes. Du Oui, coup, c'est ça. Enfin, on peut après les appeler comme on veut, mais en plus, vidéaste, ça veut dire et rien dire, parce que finalement, ils sont dans des registres qui parfois sont tellement sans rapport. Enfin bref, toujours est-il qu'il y avait il y a toujours eu un truc de légitimité pas tellement trouvée, dans laquelle je me reconnaissais aussi finalement, parce que l'animation dans le milieu du cinéma ou disons de l'audiovisuel en général, c'est pas hyper, enfin c'est pas encore hyper reconnu. C'est un truc, bon voilà, on mange à la table des enfants encore dans les repas. Mais du coup, vous faites un film d'animation de science-fiction. Est-ce que ça a été facile de le faire produire? Est-ce que les producteurs n'étaient pas un petit peu frileux parce que effectivement, l'animation, surtout en France, elle a du mal à être vraiment reconnue. Mais en plus, si on rajoute la science-fiction... Oui, alors en effet, il y a un passif de l'ASF animé en France, hein. Mars Express n'est pas du tout le premier du genre, hein, évidemment. Mais c'est des films qui sont soit maintenant assez vieux, les films de René Laloux, La planète sauvage, Les maîtres du temps ou Gandhar. Mais il faut remonter aux années 80, je ne sais plus Gandhar de quand ça date, j'ai oublié la date, mais ça doit être le mi-temps 80, quoi. Donc ces films-là étaient vraiment des prototypes, ils n'ont pas vraiment eu de suite. Sinon très discrètes, ou qui ont malheureusement pour ces films-là été des échecs, hein, comme Kaina, La prophétie ou Renaissance. Et ça remonte à 2006 pour Renaissance, il me semble. Donc voilà, c'est un petit peu... Il y avait comme une malédiction sur les films de science-fiction d'anime français, comme il y en a une sur les films de science-fiction français tout court, hein, c'est pas seulement l'animation. Parce que là aussi, il y a quelques films comme ça qui existent, mais qui n'ont pas forcément de reconnaissance critique et ou publique. Et donc voilà. Mais nous, on s'est dit, bon, on s'en fout, on y va quand même, déjà, un petit peu inconscient. Mais aussi, on a profité du fait que la saison 1 de Last Man était un succès. Alors que déjà on faisait un projet de série qui n'était pas dans les habitudes françaises non plus, et ça ne nous a pas empêché de quand même avoir de l'audience. Donc on s'est dit, puisqu'on arrive à obtenir des résultats avec des choses qu'on n'est pas supposé faire, continuons dans la série, quoi. Et donc on s'est lancé là-dessus, et je pense que peut-être Didier Crest, le producteur, il avait pas forcément conscience de cette malédiction de la SF animée française. Voilà, la réalité, c'est que c'est pas du tout une malédiction, hein, c'est juste c'est une rumeur, enfin c'est une légende urbaine. Justement, il tient à nous, à tout le monde, de montrer que c'est faux. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, c'est un pari malgré tout, mais là, on a eu un bon démarrage sur le film. Alors je croise quand même les doigts parce que c'est pas encore assuré que ce soit une réussite ou pas, mais ça démarre plutôt bien. Donc a priori, peut-être cette malédiction sera rompue. Après, moi, je vois qu'en France, l'animation pour adultes, elle commence quand même à se faire une petite place avec toutes les productions de Bobby Pills. Donc, je pense qu'il y a vraiment un public pour ça. Oui, bien sûr. Moi, ce que je souhaite aussi, c'est que cette animation pour adultes
s'élargisse également, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas que... En fait, il y a... l'animation adulte française existait avant même Bobby Pills, hein. On peut remonter à Persepolis par exemple. Par ailleurs, même Les Maîtres du Temps était déjà aussi en quelque sorte un film pour adultes, même si je l'ai vu enfant et qu'on peut le voir enfant, hein. Mais c'est juste qu'il a des thématiques et une approche narrative qui vont tout à fait aussi à des adultes. Mais c'est vrai que les films adultes français d'anime étaient jusqu'à présent en majorité orientés sur des sujets comment dire, historiques, sociaux, plus que sur du cinéma de genre. Et moi j'avais envie de faire du cinéma de genre, enfin j'ai toujours envie de faire ça. Et donc Mars Express, c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans la SF, que c'est moins violent que Last Man par exemple. J'ai voulu me dire qu'il ne s'agissait pas de faire... C'est pas parce qu'on fait de l'anime adulte de genre qu'il faut que ce soit tout de suite ultra violent, qu'il y ait du cul ou quoi. C'est aussi des thématiques, c'est aussi une manière de raconter les histoires, l'animation adulte, voilà, qui... du reste qui peut se faire sans en passer par des trucs outrageants, quoi. Donc aujourd'hui, on parle énormément des intelligences artificielles, de leur évolution. On voit de plus en plus de films sortir qui traitent de ce sujet-là. Je pense notamment à The Creator qui est sorti en septembre et que je trouve qu'il rejoint assez bien Mars Express sur certaines thématiques. C'est quoi votre positionnement face à l'avènement de ces technologies ? Et pourquoi avoir décidé de faire de l'émancipation de ces intelligences artificielles un des sujets principaux de votre film ? Comment dire, le sujet des intelligences artificielles et des robots, etc., c'est vieux comme Frankenstein, hein, donc c'est pas du tout nouveau. C'est un sujet qu'on a abordé sans penser que en fin de production, on serait déjà rattrapé par l'actualité au sujet des générateurs de texte et d'images. Que j'ai du mal à appeler des intelligences artificielles encore, hein. J'ai l'impression que c'est un tour de passe-passe sémantique pour vendre ces trucs-là et dire genre oh c'est incroyable, c'est le futur, alors que bon bref. Oui, parce que nous on a pris la figure du robot comme elle est présentée dans la science-fiction en général, avec tout ce que ça charrie dans cet archétype les robots, c'est un moyen de parler de thématiques très humaines en réalité, qui sont cette indécision entre le libre arbitre et le déterminisme qui est en nous, savoir qu'est-ce qui fait vraiment nos choix ou pas, qu'est-ce qui nous censure ou non, puisque les robots sont programmés. Bon, c'est aussi très souvent une métaphore des prolétaires, puisque c'est le travail, etc. Même sémantiquement, je crois que robot, ça vient du tchèque, il me semble, et ça veut dire labeur, il me semble, robota, un truc comme ça. Enfin bref, vous couperez si j'ai tort. Voilà, donc en fait, nous, on a essayé de traiter les robots comme un sujet à la fois premier degré crédible, et en même temps, on a voulu en faire une métaphore très humaine. Et à ce titre, voilà, moi j'avais aussi envie de pas traiter les robots comme c'est souvent le cas dans les films de SF et que j'aime par ailleurs beaucoup, hein. Je pense aux robots qui se soulèvent contre les humains comme Matrix ou Terminator ou encore comment il s'appelle, Le Cerveau d'acier. Voilà, c'est des trucs dans lesquels les ordinateurs prennent le pouvoir et décident de tuer tout le monde. Voilà, donc je me disais, en fait, en déroulant le fil de notre film, on se disait, mais en fait, les robots, ils n'ont pas vraiment de raison de faire ça. Ils ont tout l'univers pour eux, donc pourquoi ils s'acharneraient sur un petit caillou avec nous dessus, quoi. Aussi, j'aime bien l'idée, de décentrer le regard sur des spectateurs et des spectatrices. C'est-à-dire de se dire, prenez du recul et il n'y a pas que les humains dans la vie. Enfin, il y a un truc, tu vois, c'est un plaisir aussi de la SF, c'est ce vertige spatial, etc. Mais aussi donc de se regarder d'un peu plus loin et d'essayer de se dire qu'on n'est pas le centre de l'univers, quoi. Et donc, il y a comme ça un glissement du regard du spectateur et des spectatrices, j'espère, dans le film, des humains vers les robots pour cet effet-là.
Mais c'est rigolo que le film sorte 2 mois après The Creator. Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, si Non, tu mais l'as j'ai vu. vu aucun film là depuis 5 ans, à part Mad God qui est très bien, allez le voir. Enfin, voyez-le en Blu-ray maintenant. Non, je l'ai pas vu. On m'en a beaucoup parlé évidemment, puisque apparemment il y a des thématiques communes, mais je peux pas en parler. Je l'ai pas vu. Bah, je le conseille. C'est vrai que thématiquement, c'est vrai qu'il rejoint assez bien Mars Express. Votre style d'animation, il est très particulier, je trouve. Moi, je l'aime beaucoup. Comment qu'est-ce que c'est tout le processus créatif qui arrive à ce style d'animation-là? Bah, c'est un travail assez empirique en vérité, qui a commencé, je dirais, de mon côté tout seul au départ, sur Fantasy, le clip dont on parlait plus tôt. Et puis, mais ça c'était vraiment dans une méthode de travail très particulière, puisque j'étais l'animateur majoritaire de ce clip. J'ai eu quelques amis qui m'ont aidé à faire des plans. Mais voilà, après dans un processus plus industriel de séries et de films, en fait on a rodé une méthodologie avec Niels Robin, qui était le chef animateur de la saison 1 de Last Man. Avec aussi l'aide de tous les animateurs et animatrices de l'équipe, hein, mais c'est vrai qu'on a travaillé ça ensemble. Et puis, on a simplement pris les bons côtés et retiré les mauvais côtés de cette méthodologie qu'on avait mis en place pour essayer de l'améliorer encore sur Mars Express. Mais c'est un type d'anime qui vient, je pense, comment dire, c'est en réaction à des styles d'anime qu'on n'aime pas, qu'on veut pas reproduire, ou des choses qu'on trouve un petit peu comme étant trop des tics d'animation, qu'on voulait essayer de dévier ou de renouveler, et de repartir plus d'observation, et en même temps de mêler tout ça avec une réalité budgétaire. C'est-à-dire que quand on a le budget de Mars Express, on peut évidemment pas autant animer qu'un film du studio Ghibli, c'est pas du tout comparable. Voilà, c'est une espèce de toute façon, une esthétique de film est aussi toujours un peu liée à son économie, à son budget. Il y a un cadre comme ça qui est posé, puis après, faut jouer avec, quoi. Et donc, le type d'animation fait partie de ce procédé-là. D'accord. Et pour ce qui est de tout ce qui a influencé, que ce soit votre animation ou l'univers que vous représentez, est-ce que vous avez des influences particulières, que ce soit cinématographique, littéraire ou jeux vidéo ludique? Parce que je sais que dans le film notamment, vous citez les 3 lois de la robotique de Isaac Asimov. Donc est-ce que vous avez d'autres influences, inspirations de ce type-là? En fait, un peu comme les lois d'Asimov, on les cite sans les citer, c'est-à-dire que on dit pas les 3 lois d'Asimov, on parle de la directive 7, donc déjà nous on a plus de directives qu'Asimov, donc c'est mieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça y fait penser, on invoque en fait le truc, mais voilà, il y a beaucoup de thématiques ou de choses qui sont invoquées d'autres films ou d'autres œuvres, mais c'est jamais, c'est pas toujours totalement conscient. Parfois ça l'est, parfois on s'est laissé déborder. Pas dans le mauvais sens, hein, je veux dire, c'est juste qu'on est, comme je le disais avec Laurent, on est tellement fan de science-fiction que on baigne dedans, quoi. Et donc on sue de la SF en fait, tu vois. Et voilà, mais donc y a pas de, je vais pas donner des rêves qui seraient des pépites secrètes de la science-fiction. Je crois que les trucs qu'on peut sentir dans le film sont des choses très connues. Donc voilà, mais c'est vrai que comme il y a assez peu de SF, en tout cas au cinéma, parce que c'est vrai que moi j'ai quand même plus un imaginaire cinématographique que littéraire. Ouais, il y en a pas non plus des millions des films de science-fiction. En tout cas marquants, voilà, mais aussi parce que souvent c'est un type de film qui coûte cher, et donc tout le monde ne peut pas en faire ça facilement. Mais après, les choses qu'on a un peu plus travaillé consciemment, c'était plus les films de détectives privés, pour justement faire du rétro-engineering de scénario et de narration et de structure narrative, puisque
le film noir est le moteur narratif du film. On suit une enquête en réalité, et donc il nous fallait un petit peu comme ça décomposer les scénarios des autres, voir comment c'était construit, etc. Alors sans avoir le script et machin, on a juste revu des films en gros, et puis on s'est dit c'est marrant, c'est comme ça qu'ils résolvent cette problématique-là dans ce film, machin et tout. Et ça, c'était plus des films comme Chinatown, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Le Privé, Point Blank. Alors Point Blank, c'est pas vraiment un film noir, c'est pas un film de détective, mais ça fait partie de ces films un petit peu thriller politique bizarre, parce qu'il y a aussi Les 3 jours du Condor ou The Parallax View, les films un petit peu parano comme ça, j'aime bien, où tu as un personnage qui se retrouve embringué dans un complot gigantesque et perdu comme ça au milieu avec aucun moyen de se défendre ou de réussir à résoudre la situation. C'est des films qui ont vraiment eu un heure de gloire à l'époque, dans les années 70, début 80 aux États-Unis, à une époque où il y avait une méfiance des institutions américaines entre l'assassinat de JFK et Nixon au pouvoir avec le scandale du Watergate, tout ça. Enfin, voilà, il y a eu tout un moment comme ça, et je me dis que peut-être aujourd'hui on se retrouve un peu dans cette situation avec nos gouvernements et le capitalisme qui s'emballe, quelque chose comme ça, où c'est peut-être une humeur comme ça qui revient et qui... Voilà, je sais pas, j'en sais rien. En fait, on verra plus tard en analysant l'histoire du cinéma. Mais moi, ça m'a semblé être pertinent de réinvoquer ces films-là maintenant. Et vous n'avez pas d'inspiration jeux vidéo ludique? Parce que c'est vrai que... Si, pardon, oui. Mais pareil, alors c'est comme la SF. Bien sûr, énormément d'influence jeux vidéo ludiques. Je suis un gros joueur de jeux vidéo. J'ai commencé à jouer sur Amstrad. J'ai eu toutes les consoles qui existent quasiment. Et j'ai un PC évidemment aussi. J'ai eu un Amiga, une Mega Drive. Enfin, je vais pas faire la liste. Mais en tout cas, oui, bien sûr. Mais je crois pas avoir fait de citation dans le film direct. Mais par contre, j'utilise des tropes visuels de certains jeux vidéo, où j'utilise des astuces d'interface de jeux vidéo, parce qu'il y a une ergonomie inspirée de certains menus de jeu, où il y a un plan de voiture vue de dos qui peut faire penser à un jeu vidéo, mais c'est aussi pour évoquer ce côté presque télécommandé et numérique du pilotage des voitures, puisque c'est des voitures autoguidées dans le film. Donc voilà, c'est pareil, c'est une manière d'invoquer, où par exemple Aline, elle utilise une espèce de super flingue, et plutôt que de la voir pour regarder le reste de ses munitions, de la voir ouvrir le barillet ou le chargeur, regarder combien il reste de munitions et le remettre, pour économiser de l'animation quelque part, j'ai mis un petit écran sur le flingue qui dit combien il reste de munitions, et ça fait très jeu vidéo ça. Mais je serais pas surpris que ça existe réellement dans l'armée américaine aujourd'hui, des trucs comme ça, ou que ça existera plus tard. Ça paraît assez pratique en vérité. Et donc voilà, c'est des raccourcis aussi visuels empruntés au jeu pour accélérer la compréhension des spectateurs et des spectatrices qui ont, je me disais quelque part ça un peu dans le crâne perdu au milieu de toutes les références. Et voilà, il faut jouer avec les paysages mentaux de son époque. Il y a d'autres choses. Après, il y a pas mal de personnages ou des noms de rues qui sont tirés de créateurs ou créatrices en particulier de jeux vidéo. Alors plus anciens, donc généralement quand il y a des jeunes qui m'interviewent comme toi, ça leur dit rien du tout, mais bon, c'est pas grave, c'est un peu pour faire rendre hommage aussi à ma propre jeunesse vidéoludique. Mais par exemple, Roberta Williams, c'est une créatrice de jeux vidéo en fait. Qui a créé les King Quest, qui a participé à l'essor des cartes son, puisqu'elle a voulu beaucoup travailler à travers ses jeux d'aventure, la musique, etc. Et donc, à une époque où les PC, ça faisait juste bip, bip, comme ça. Et donc, voilà, c'est quelqu'un d'important qui a un peu tendance à être oublié par les plus jeunes générations. Mais bon, voilà, du coup, c'était un petit hommage qu'on lui rendait. Et voilà, comme ça, comme je disais, il y a des rues qui s'appellent la rue Chahi, comme Eric Chahi, qui est le créateur de Another World, qui est un jeu très important, qui a inspiré énormément de jeux indépendants aujourd'hui, mais pas que. Enfin voilà, il y a des croquettes comme ça dans le film. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une... Alors, est-ce que vous avez déjà fait de la réalisation en live ? J'ai une toute petite expérience de live, mais je ne sais pas si on peut la considérer comme... Oh, vas-y, c'est une expérience, mais j'ai fait un clip en live pour le groupe Los Chicros, pour un morceau qui s'appelle Disco Noise, mais
C'était il y a tellement longtemps, je crois que j'ai tout oublié comment on fait du live. Et donc, est-ce que vous trouvez qu'il y a une grande différence entre mettre en scène de l'animation et mettre en scène du live ? Bah, disons, je pense que le langage cinématographique est commun aux deux. L'effet produit peut être le même, ou voilà, il y a un langage commun. Maintenant, c'est la manière d'atteindre ce langage, et la manière de la technique utilisée n'est pas du tout la même. Ça se fait pas dans le même ordre non plus, les étapes sont pas les mêmes. Je veux dire, le montage en live se fait à la fin, une fois qu'on a tourné, alors qu'en animation c'est le contraire, on fait un storyboard mais ensuite on monte ce storyboard avant d'animer et de mettre en couleur les personnages, les décors, etc. C'est-à-dire que le montage intervient vraiment au début, on n'a pas de rush qu'on jette à la poubelle, etc. Justement, c'est pour ça qu'on fait storyboard et montage au départ, c'est pour avoir déjà une vision d'ensemble très précise du film et ne pas avoir à fabriquer des plans un peu au hasard et puis se dire oh finalement on le met plus celui-là, alors que ça a coûté super cher de le faire. Il y a une animatrice qui a passé une semaine dessus, il y a quelqu'un au clean qui a passé une semaine aussi dessus. Enfin, c'est de la masse salariale après qui revient trop cher, quoi. On va terminer du coup avec la toute dernière question. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. Quel est le dernier film au cinéma ou à la maison qui vous a marqué ? Je crois que ça va être Mad God. Ouais, parce que j'avais peur de pas aimer, j'avais peur que ça soit un petit peu trop arty pendant 1h30, 2 heures. Je savais même plus combien de temps le film durait au moment où je suis allé dans le cinéma. Et en fait, non, j'étais vachement étonné. J'ai trouvé que ça passait vachement bien. J'ai été agréablement surpris par l'univers déployé, sa réinvention et réimagination. Il y avait un côté totalement déconstruit, très cauchemardesque évidemment, mais bien retranscrit cet effet cauchemar avec ces jeux d'échelle qui changent tout le temps d'un plan à l'autre, etc. Un personnage qu'on croyait géant et en fait tout petit par rapport à un autre, etc. Et il y avait vraiment un plaisir aussi de gosse. Alors c'est un peu horrifique comme film, il y a une imagerie comme ça assez violente, mais un plaisir de monstre aussi et de créature. Alors là vraiment Phil on est Tippett. servi. Ouais, et puis Phil Tippett bien sûr, j'adore. Bon voilà, Mars Express c'est actuellement en salle. On vous conseille vivement de le voir. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci pour l'invitation. Can she be late for her cinema show? Cinema show.